Bienvenue sur Info 83, notre rendez-vous avec l'Ordre des avocats, le barreau de Toulon. Nos invités, deux personnes, deux avocats à côté de nous pour traiter le sujet qui va suivre, et pas trop de deux à mon avis. Maître Fabien Guérini, on va commencer par ma gauche. Maître Fabien Guérini, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui. Maître Julien Gurzu également. Bonjour. Bonjour et bienvenue. On va traiter d'un sujet qui concerne beaucoup de monde. On en a parlé ces derniers temps, c'est vraiment un sujet d'actualité brûlant. C'est l'extension du pass sanitaire, les droits sociaux, le droit social concernant l'extension du pass sanitaire et notamment la question du salarié et du licenciement du salarié. Alors le pass sanitaire existait déjà, c'est ce que vous allez nous dire, Oui. Maître Julien Gurzu. Le pass sanitaire existe depuis début juin 2021. Il concernait à l'époque uniquement les événements festifs rassemblant au moins 1000 personnes. Et il a été réduit très récemment, le 21 juillet, aux événements festifs et autres rassemblant au moins 50 personnes. C'est pour l'heure la seule disposition en vigueur de cette extension du pass sanitaire, dans l'attente de la publication. Si j'ose dire, les choses deviennent un peu plus sérieuses maintenant parce qu'on s'attaque au droit du travail. C'est des conséquences, ça a des conséquences. Donc les salariés sont-ils obligés de se faire vacciner? Quelles seront les conséquences également en cas de refus de ces salariés? Contester un licenciement au motif de la force majeure liée au coronavirus ou à la Covid-19, c'est la première question que nous allons vous poser. Qui répond? Maître Julien Gurzu, peut-être? Eh bien, pour commencer sur ce thème, il faut savoir que la force majeure constitue davantage une cause de rupture du contrat de travail qu'un motif de contestation d'un licenciement, en réalité. S'agissant de la rupture de contrat de travail et de l'obligation de vaccination, puisque c'est ça un peu le cœur du sujet, il faut savoir que dans les premières versions du texte adopté par le Parlement, il existait un motif de licenciement spécifique à l'impossibilité pour un salarié de présenter un pass sanitaire valide et, le cas échéant, un schéma vaccinal complet pour les salariés relevant des secteurs et des établissements visés par cette obligation de vaccination, car on le verra, l'obligation de vaccination ne concerne pas tous les secteurs d'activité. Néanmoins, il existait un motif de licenciement spécifique qui a disparu. En dernier état, ce motif n'existe plus. Pour les CDI, maintenant il reste, et c'est alors, s'agit-il d'un oubli ou s'agit-il de quelque chose qui a été laissé volontairement? Les contrats de travail à durée déterminée, qui, on le sait, ne peuvent être rompus que dans des cas spécifiques visés par la loi, force majeure, faute grave, comme un accord des parties, eh bien, on est venu rajouter l'impossibilité de présenter un pass sanitaire valide. Pour ces cas-là, très spécifiques. C'était dans le projet de loi initial, c'est resté. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc à la question, peut-on contester un licenciement dans ce cadre bien précis? Oui, non? Eh bien, je suis salarié. Je me fais vacciner. Tout va bien. Je suis salarié, je ne me fais pas vacciner. J'ai l'obligation de le faire. Je refuse de me faire vacciner. On a obligation de le faire, c'est important de le préciser. Bien, là, moi, employeur, je ne peux pas prononcer de licenciement sans porter atteinte aux droits élémentaires du salarié. Et là, je porte atteinte à son droit à la santé. Je licencie pour un motif lié à sa personne, à son état de santé. Le licenciement est nul, tout simplement. Donc à partir de là, je suis employeur, j'ai d'autres moyens de contourner, enfin en tout cas de faire face au refus du salarié de se faire vacciner. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on aborde ça tout de suite ou pas. Oui, c'est alors important quand allons-y. même. Oui, Eh bien, voilà ce qui se passe. On part du principe qu'on est dans un établissement soumis à l'obligation de vaccination, établissement de santé, médico-social, social, peu importe. Donc parce qu'on est en relation avec d'autres personnes et que c'est important. Parce que le texte, vous savez, après là-dessus, on va être très normatif. Le texte prévoit que dans ces établissements-là, on se fait vacciner. Point. Bon, on a l'obligation de le faire si on est salarié de ces établissements-là. Donc à partir du 15 septembre, c'est une obligation, ce sera pleinement effectif. Je suis un salarié, je refuse. L'employeur a l'obligation de me contrôler. Il se trouve qu'au moment du contrôle de mon pass sanitaire, on verra ensuite comment, mais il s'avère que je ne suis pas vacciné. Je ne veux pas, pour tout un tas de raisons. L'employeur va suspendre d'office mon contrat de travail.
Parce qu'il est obligé par... Absolument. Il ne par la peut loi. pas me laisser prendre mon poste de travail dans ces conditions, puisque je ne justifie pas du pass sanitaire. En l'état, le pass sanitaire réduit. Le pass sanitaire constitue uniquement de la vaccination, schéma complet de vaccination. Mon contrat de travail est suspendu, ma rémunération aussi. Si ça dure pendant 3 jours, l'employeur, par tout moyen, me convoque à un entretien, au cours duquel on va évoquer avec lui. Le texte nous parle de modalités de régularisation de la situation, au besoin et à titre temporaire en m'affectant sur un poste ne nécessitant pas le schéma vaccinal. Quels peuvent être ces postes? C'est très compliqué parce que là-dessus, il n'y a pas d'indication. Moi, je vois finalement la possibilité pour l'employeur de me mettre en télétravail, le temps que je régularise ma situation. Parce que là, au moins, c'est certain qu'en télétravail, enfin, certain, au moins Dans le le temps que je cas passe... où cela est possible, hein, bien sûr. Hein, Absolument, parce que, parlons d'un établissement de santé, je suis aide-soignante, je me charge de la toilette des usagers, je ne peux pas le faire de chez moi, c'est évident. Donc à partir de là, dans ce cadre-là, le télétravail n'est pas possible. L'employeur va m'expliquer ce qu'il adviendra des suites de mon refus, à savoir une suspension du contrat de travail sine die, donc sans date, jusqu'à ce que je me fasse vacciner et sans rémunération. Donc à la question, en fait, voilà, la question elle est là, c'est est-ce que je pourrais éventuellement contester le fait d'avoir été licencié pour ces raisons-là, liées donc par ces mesures liées au coronavirus et à la Covid-19, c'est non, on ne pourra pas contester. On pourra surtout pas Il y licencier. aura, On pourra surtout pas licencier. C'est-à-dire l'employeur. Et donc, par voie de conséquence, le salarié aura tout intérêt de contester un licenciement qui aurait été prononcé dans ces conditions, dans la mesure où j'ai l'obligation de me faire vacciner, moi salarié. Moi employeur, j'ai l'obligation de contrôler que la vaccination est effective. Pour autant, cette obligation n'est pas remplie. Et à partir de là, si je licencie pour ce motif qui est lié à l'état de santé, comme on voyait tout à l'heure, à des libertés fondamentales, le licenciement est nul, donc le salarié aurait effectivement tout intérêt à contester son licenciement prononcé dans des conditions parfaitement inacceptables. On a pris 7 minutes pour expliquer ça. C'est pas très facile à comprendre et à entendre, même, maître Fabien Guérini. Vous êtes d'accord donc sur ce que vient de dire votre confrère? Oui, en grande partie. Après, il faut toujours imaginer que l'employeur cherche à contourner la problématique. C'est-à-dire que licencier un salarié parce qu'il est malade du Covid, c'est une manière de l'appréhender, mais on aura aussi des hypothèses où l'employeur va licencier le salarié qui est absent. Absent parce que isolé, absent parce que bénéficiant effectivement d'un certificat médical. Et alors c'est du droit commun, mais on le constate parfois, l'employeur va invoquer l'absence, maladie, suffisamment longue ou répétée, qui va perturber le bon fonctionnement de l'entreprise et qui va amener effectivement l'entreprise à envisager le licenciement pour un motif qui est, on va considérer comme hypocrite, il n'est pas lié à la maladie, ça permet de contourner la problématique de discrimination, et qui est en lien avec la désorganisation de l'entreprise et la nécessité d'assurer le bon fonctionnement. Ça, effectivement, c'est une problématique que vont rencontrer certains salariés. Ils vont devoir démontrer, apporter au juge la preuve de ce que la réalité du motif, ce n'est pas celui qui est invoqué par l'employeur, mais que c'est en réalité la maladie. Est-ce que vous avez eu, aujourd'hui, puisque nous sommes le 27 juillet, est-ce que vous avez eu, vous déjà, des clients qui sont venus vous voir justement pour ce motif-là, ou pas du tout? Ça n'a pas encore commencé? Ce sera à partir du 15 septembre, donc... Alors, ça va commencer beaucoup plus tôt. Parce que la loi, si elle est applicable, c'est-à-dire que c'est le Conseil constitutionnel qui est prévu pour le 5 août. 5-6 août, effectivement. Donc, imagine, à l'heure qu'il est, c'est une application à plusieurs détentes. Pour les établissements soumis à l'obligation de vaccination, il y a déjà, pour tout le personnel, dès la date de prise d'effet de la loi, l'obligation de présenter le pass sanitaire complet. Donc, test PCR négatif, certificat de rétablissement après contamination par la Covid, ou schéma vaccinal complet. Ça, c'est du 7-8 août au 14 septembre. Donc déjà là, on va avoir des problèmes, des sujets. Parce que l'employeur va devoir procéder à des tests de pass sanitaire. En tout cas, on verra de quelle façon il va s'assurer que ses salariés présentent bien le pass.
Et j'ai déjà eu des clients, notamment des EHPAD, qui me disent, voilà, moi, je fais quoi avec mes salariés qui soit veulent pas se faire tester, soit ne veulent ont pas se des, faire vacciner. qui ne sont pas en mesure de présenter l'un des 3 aspects du pass sanitaire. Donc à partir de là, lorsque le texte sera en vigueur, je conseillerais à mes clients, si le texte est applicable, de suivre strictement les préconisations qu'on voyait tout à l'heure, suspension du contrat de travail, puis entretien en vue de tenter de régler la situation, mais globalement, c'est tenter de convaincre le salarié qu'il faut se faire vacciner. Enfin, soyons clairs, c'est à ça que ça tend. Et puis à l'issue, dans la mesure où on va taper là où ça fait mal pour le salarié, puisque il n'aura pas de rémunération, le temps qu'il régularise sa situation, il ne sera pas indemnisé par l'assurance chômage vu que le contrat de travail ne sera pas rompu. Si jamais il démissionne, il ne pourra pas retrouver un emploi dans le même secteur car étant lui toujours pas vacciné, eh bien, un employeur ne pourra pas avoir recours à ses services dans ce secteur, dans ce domaine-là. Au final, le salarié qui veut continuer à tout prix à exercer et qui veut avoir une source de revenus se fera vacciner parce qu'il n'y aura malheureusement pas d'autres options en ce qui le concerne, à mon sens. Est-ce que les autres salariés peuvent mettre la pression sur un salarié non vacciné et faire valoir leur droit de retrait? En pratique, oui, puisque la difficulté, c'est la méconnaissance en la matière. C'est-à-dire que les salariés vaccinés qui apprendront ou qui suspecteront un de leurs collègues de ne pas être vacciné risquent effectivement d'envisager cette hypothèse. Alors, pour répondre de manière plus complète sur ce point, il ne faut pas oublier que c'est l'employeur qui a la main. Et l'employeur qui a la main, on doit distinguer 2 hypothèses très simples. Soit on a un salarié qui est tenu par une obligation de vaccination, on est dans un secteur limité en termes d'hypothèse, soit il doit simplement présenter un pass sanitaire. Dans l'hypothèse où il n'est tenu que par un pass sanitaire, il peut justifier par exemple d'un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures qui soit négatif. Et là, dans ce contexte, l'employeur ne pourra pas lui interdire l'accès au poste de travail. On a une liberté fondamentale qui est en jeu. C'est celle pour le salarié qui ne serait pas vacciné, mais qui ne serait pas obligé de l'être, de pouvoir se présenter à son travail et pouvoir travailler. Et les autres salariés ne pourront pas invoquer ce droit de retrait. Parce que techniquement, le droit de retrait, c'est de considérer être en danger et que l'employeur ne fasse rien pour empêcher ce danger. Mais un salarié qui se présente, qui n'est pas vacciné, a le droit de travailler. Et les autres salariés vont simplement devoir demander à l'employeur de justifier que les gestes barrières sont respectés, que le protocole sanitaire en place est suffisant. Effectivement, ils ne sont pas en situation de danger. C'est une première. Est-ce que vous y comprenez quelque chose, vous, en tant qu'avocat, dans cette situation? C'est assez complexe, c'est tordu comme situation. C'est surtout qu'il faut suivre les différentes évolutions. C'est vrai qu'on a pris le truc au tout début, dès que le texte a commencé à apparaître, parce qu'on s'est dit que ça allait avoir un impact important chez nos clients et que ça allait être effectivement extrêmement difficile à suivre. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on ne cherche aucune logique dans tout ça. Il n'y en a pas. On applique de façon à protéger nos clients. Enfin, moi, je suis conseiller d'entreprise. Je suis consulté régulièrement sur les droits et obligations de l'employeur vis-à-vis du personnel. Donc là, on applique strictement, dans la mesure du possible, en vue de permettre à l'employeur de ne pas être poursuivi pour quelque cause que ce soit de non-application, mauvaise application de ces obligations-là. Alors, la suspension de salaire. Donc elle sera effective à partir du moment où l'employeur décide que le salarié ne vient plus travailler et est suspendu, donc suspension de salaire. Est-ce qu'il y a un recours aussi là? Comment ça se passe dans ces cas-là? Textuellement, il n'y en a pas. La loi. On va passer par le dialogue social. Puisque d'abord, le législateur a prévu que la seule issue envisageable dans un premier temps, c'est la discussion dans les 3 jours entre l'employeur et le salarié sur les solutions envisageables. Solution 1, mise en congé pour une période donnée en fonction des droits acquis du salarié, donc congé conventionnel ou congé payé acquis, et à prendre. Ce temps-là va ne durer effectivement par nature qu'un temps. Ensuite, il va falloir trouver d'autres solutions. Télétravail, j'entends effectivement, c'est une bonne hypothèse. Dans le cas où c'est possible, bien sûr. Quand c'est possible. Sinon, discussion pour une rupture dite conventionnelle du contrat de travail. Si l'employeur est tolérant et s'il entend la situation de son salarié, pourquoi pas, mais il va falloir qu'il assume financièrement le coût. Voilà, c'est ça, parce que l'employeur, lui, doit faire tourner sa boutique, comme on dit vulgairement, et donc il aura besoin de cette personne, de cet élément-là, qui n'est pas présent. Donc c'est
un sur le marché de l'emploi et un qui perd son emploi. Donc en réalité, pour le législateur, à mon avis, la question n'est pas là. Mais on fait supporter aux entreprises le coût de la rupture et on va faire supporter à la collectivité, par le biais de l'assurance chômage, la défaillance d'un salarié qui ne respecte pas ses obligations. Alors, que se passe-t-il si le salarié n'est toujours pas vacciné au terme de la suspension de salaire? C'est 2 mois, hein, la suspension de salaire. Non, justement, ça a évolué. Il n'y a plus de limite. C'est là où le système trouve une certaine logique. C'est dans la mesure où le contrat de travail est suspendu jusqu'à ce que les parties aient trouvé une solution, rupture conventionnelle, mais l'employeur supporte le coût d'une rupture. Et justement, le fait que dans le texte, la possibilité de licencier est disparue, c'est, je pense, peut-être quelque part pour éviter à l'employeur d'avoir à supporter un coût d'indemnité de rupture trop important. On peut imaginer un salarié qui a 20-25 ans d'ancienneté, il ne se fait pas vacciner, ne remplit pas ses obligations, il en profite en se disant « tiens, je vais me faire vacciner, je vais me faire licencier, je vais percevoir mes indemnités, je vais me reconvertir, L'effet d'aubaine, malheureusement, dans ces hypothèses-là, ça peut exister. Et là, on fait supporter sur la collectivité par l'assurance chômage et sur l'employeur le coût de ces mesures-là. En tout cas, de ce choix du salarié de ne pas se faire vacciner, de se faire licencier. C'est choquant, mais ça, malheureusement, il faut savoir que ce sont des choses qui peuvent arriver. Le recours du salarié, ce que vous disiez tout à l'heure, il est privé de rémunération. Effectivement, pour lui, pas de revenus, pas de chômage. Qu'est-ce qui se passe? Dans une version du texte, je crois qui a été finalement amendé devant le Sénat, il était question d'intégrer le terme démission dans le projet, dans le texte, en disant voilà, si au bout d'un moment le salarié ne bouge pas, il a la possibilité de démissionner. Un salarié va volontairement perdre son emploi, se priver de l'assurance chômage, se priver de toute source de revenus. Ça me paraît assez peu probable. En fait, la question, parce que c'est l'objet de notre entretien, mes chers maîtres, c'est est-ce qu'un salarié pourra tenir longtemps comme ça? Est-ce que le choix, c'est pas vacciner ou licencier, tout simplement? Je pense que la philosophie il y a pas de recours, texte... en fait. Alors, si vous voulez, peut-être que le débat pourrait se déplacer sur le terrain du télétravail, éventuellement. Dans la mesure où... Mais est-ce qu'un salarié peut travailler en télétravail sans l'accord de son employeur? Non. Mais par contre, dans le protocole, il y a eu différentes versions d'un protocole sanitaire national. Jusqu'à une époque récente, le télétravail était la norme pour éloigner le salarié de son lieu de travail et le protéger du contact des autres salariés et des usagers. C'est depuis le 30 juin, ce texte a été une nouvelle fois amendé, donc le télétravail n'est plus la norme. Désormais, il est question de négocier entre l'employeur et le salarié, et avec l'accord de l'employeur bien évidemment, peut-être un placement en télétravail. Là-dessus, il faut l'accord de l'employeur, mais peut-être qu'un salarié pourrait se plaindre d'une absence de dialogue, d'une absence de négociation, d'une absence d'arguments sur ce terrain-là, en disant, écoutez, voilà, moi je suis employé purement administratif, j'ai passé 6 mois en télétravail pendant la crise, je reviens très bien, mais finalement je ne veux pas me faire vacciner pour tout un tas de raisons. Qu'est-ce qui ferait que les 6 mois passés ne se renouvellent pas, puisque finalement, dans l'organisation de l'entreprise, rien n'a changé? Ça pourrait être une idée. Question, maître Fabien Guérini, est-ce que c'est défendable, cette situation pour un salarié qui ne veut pas se faire vacciner à terme, ou est-ce qu'il est vraiment, il va devoir succomber à la vaccination? Si on en fait un combat sur les libertés fondamentales, le droit du salarié de ne pas se faire vacciner, c'est possible. Oui. Mais il faudra peut-être qu'il assume certaines conséquences. Donc selon le secteur dans lequel il est amené à travailler, si c'est une vaccination obligatoire, il ne pourra pas faire autrement que d'assumer la rupture du contrat ou très certainement la rupture du contrat parce que la suspension ne pourra pas durer indéfiniment. Si on est dans un secteur qui n'est pas concerné par la vaccination obligatoire, il y a plus de chances de se défendre ou de pouvoir être défendu. Ouais, les collectifs, ça va y aller, là, je suppose, non? Les regroupements de salariés, pas forcément. L'avenir nous le dira, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est important de souligner, c'est que l'obligation de vaccination, ça existe déjà. L'obligation de vaccination, elle existe dans certaines professions, mais des professions de santé, pompes funèbres, où il faut, et c'est le code de la santé publique qui l'impose, justifier pour occuper cet emploi d'être vacciné pour se protéger soi-même et protéger les autres. Mais ce n'est pas ce terrain-là que le législateur a choisi en ce qui concerne l'obligation de vaccination Covid, puisque le code de la santé publique n'a pas été modifié en ce sens,
Et donc, il y a, entre guillemets, 2 régimes de vaccination obligatoire qui coexistent. Le régime vaccination obligatoire Covid, peut-être qu'il sera temporaire, en tout cas, il est vendu comme tel, en espérant que la crise sanitaire, au final, filmée pour autant. Ces 2 modes ces 2 obligations de vaccination sont comment dire, la Cour de cassation, pour faire simple, a déjà été amenée à statuer sur le refus d'un salarié de se faire vacciner. Un salarié de pompe funèbre qui ne voulait pas se faire vacciner. Il y a déjà les antécédents, alors. Et la Cour de cassation a validé le licenciement pour faute grave d'un salarié qui refusait de se faire vacciner. Donc à partir de là, est-ce qu'on ne pourra pas transposer cette solution, même si la source juridique est différente, à l'obligation de vaccination Covid? Il y a quand même de fortes chances que oui. C'est un sujet qui est assez complexe, nouveau pour vous. C'est une façon d'aborder la loi, la législation de façon différente ou pas du tout? Ce sont des cas de figure que vous avez retrouvés dans d'autres circonstances. C'est le rythme auquel ces textes sortent, parce qu'il y en a sans arrêt, ça ne s'arrête jamais. Et c'est vrai qu'on est toujours plus proche de mesures qui heurtent, en tout cas qui touchent les droits et libertés fondamentaux. Finalement, pour tenter d'endiguer une crise sanitaire, eh bien, on est peut-être sur un terrain de restriction de droits de nature différente. Donc, à chaque fois, le droit, c'est finalement rien d'autre qu'une confrontation de normes permanentes, de droits et obligations. Et là, il se trouve que moi, c'est vrai que depuis que j'exerce, j'ai rarement été confronté à autant de paramètres liés à des droits et libertés fondamentaux, en définitive, qui sont présentés ainsi. Vous avez autre chose à ajouter, messieurs, Maître Fabien Guérini, par rapport à cette situation? En tant qu'auxiliaire de justice, on fait partie de ceux qui sont les gardiens des libertés fondamentales. On a un certain nombre d'échos de salariés qui anticipent les problématiques d'atteinte à la vie privée et au secret médical, notamment sur les modalités de contrôle du pass sanitaire. Alors, le texte là-dessus, pour l'instant, laisse beaucoup d'incertitudes, puisqu'il est prévu sur la base des recommandations du Conseil d'État, et c'est le texte désormais qui a été voté dimanche soir, que la personne amenée à contrôler le pass sanitaire des salariés ne devrait pas savoir quelle est l'origine de la protection. Est-ce que c'est un test négatif de moins de 48 heures? Est-ce que c'est effectivement une vaccination? Ou est-ce que c'est un salarié effectivement qui bénéficie d'une exonération et qui a effectivement été atteint du Covid et rétabli? La difficulté là-dessus, c'est concrètement, dans la mesure et dans la manière de justifier les choses, est-ce que de toute façon, on n'arrivera pas à des atteintes à la vie privée? Je vous donne un exemple précis, le salarié qui ne veut pas être vacciné, il a le droit, alors qu'il n'est soumis qu'au test PCR ou antigénique. La difficulté, c'est que tous les 48 heures, il doit refaire un test. Donc il va présenter un justificatif qui est différent à chaque fois pour pouvoir accéder à son poste de travail. Indirectement, l'employeur saura qu'il n'est pas vacciné. Ça pose une vraie question en termes de liberté. C'est un vaste sujet, Maître Curzu, pardon. Je pense qu'on va se revoir très prochainement, c'est-à-dire à partir du 5 août, parce que le Conseil constitutionnel aura ou pas validé effectivement ce projet de loi. Merci en tout cas, Maître. On a essayé de comprendre un petit peu ce qui pourrait se passer dans différents cas de figure. En tout cas, le cas de figure, il est très simple, hein, il n'y en a qu'un seul d'ailleurs. Merci en tout cas, Maître Julien Gursu, et merci également, Maître Fabien Guérini. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis sur Info 83. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions sur questions au singulier, au pluriel, @info83.fr, et je pense qu'elles seront nombreuses. Merci de nous avoir suivis.